Bonjour à tous. Bonjour Giuseppe. Bonjour à tous et bienvenue à cette plénière conclusive des 40e journées des agences d'urbanisme. Alors, toi, on ne te présente plus, Giuseppe. Non, voilà, je suis Giuseppe Bettoni, professeur à l'université de Rome Tor Vergata. Moi, je suis Maude Guillaumin, je suis journaliste et donc c'est la première fois que je suis avec vous et je suis très contente de pouvoir découvrir justement tout ce qui s'est dit durant ces rencontres, le fruit des visites, des ateliers pour justement avancer sur le thème de cette année, Lost in Transition, relier les territoires. Et justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, justement par rapport à ce qu'on va voir, il y a quelque chose qui me chiffonne. C'est-à-dire que tu vois toujours la petite bête aussi. Du moins un peu. Ça fait 2 jours que ces gens travaillent à la fois à la plénière d'ouverture, beaucoup de discussions, beaucoup d'ateliers, etc. La transition, un plein dedans, plein de choses à voir et discuter aussi. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent encore se sentir lost. Donc voilà. Tu voudrais un autre terme que lost, tu penses à quoi? Est-ce que vous vous sentez vraiment perdu encore dans cette transition? Moi j'ai la sensation plutôt que désormais, elles sont bien vivants de la transition, je dirais même chevauchant la vague de la transition, live in transition. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer ces lettres, s'il vous plaît? Je veux dire, un tout petit peu... c'est vrai qu'après le bouillonnement d'idées... Non, mais tu as raison. Après le bouillonnement d'idées, après les évolutions, après les découvertes, les discussions, on peut pas faire quelque chose en régie? On peut pas faire live in transition? C'est pas possible? C'est que quelques lettres. Soyez gentils, changez-nous ces 2 petites lettres. Allez. Parce que c'est vraiment... Ah, bah voilà. Non, mais ça voilà quand on veut. Ça, c'est une régie efficace. Merci, bravo, on peut les applaudir. Et oui, en effet, tu as raison, parce que Live in Transition, en plus, ça va bien plus correspondre à ce qu'on va faire aujourd'hui, puisque justement, on va inviter les participants à vivre cette expérience, à découvrir à travers cette matinée qui va être structurée en 3 grandes séquences, découvrir justement les différents thèmes qui ont été abordés lors des ateliers, lors des visites, avec des experts et des personnalités, mais également aller plus loin, évidemment, hein. Surtout, c'est l'occasion d'échanger, de voir les différentes solutions possibles, toujours sur ce thème de la transition. Nous allons sans doute voir beaucoup de questions à la fois concrètes, mais à la fois aussi de discussions entre techniciens, élus, etc. Et la transition, elle est très vaste. Et elle est live. Absolument. Et ben voilà. Voilà, c'est magnifique. Peut applaudir. Merci beaucoup. En effet, ça va être beaucoup mieux comme ça. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose tout de suite de regarder en images ce qui va se passer. All the time without you, it goes wrong. I remember when you called me, I remember when you loved me, and now I'm thinking about you, you make me strong. You, I smell your perfume. Je crois que vous pouvez vous applaudir parce qu'après la journée d'hier, qui a été vraiment mouvementée, très intéressante, voilà. On va pouvoir commencer. On va commencer en appelant sur scène pour l'ouverture de cette séance plénière le vice-président de la région Île-de-France, Jean-Philippe Dugouin Clément, que j'invite à nous rejoindre sur scène. Merci beaucoup de l'applaudir. Vous avez le pupitre. On vous laisse prendre vos marques.
Merci beaucoup. C'est à vous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette troisième et dernière journée des 40e journées de l'AFNO ici en Île-de-France à Paris. Bien, tout d'abord, nous avons pris un petit peu de retard ce matin. Vous avez eu le plaisir, non pas pour certains d'entre vous d'être perdus, mais de vivre la transition dans les inconvénients des transports en commun ou parfois du métro lorsque celui-ci dysfonctionne, ce qui explique en partie la réussite de la soirée d'hier, bien que nous ayons essayé de couper l'électricité de manière prématurée pour obliger chacun à rentrer plus tôt, pouvoir expliquer le retard au démarrage ce matin. J'essaierai donc d'être extrêmement bref dans mon propos pour ne pas retarder au-delà du raisonnable les 3 séquences qui doivent venir animer cette matinée et puis les interventions de clôture qui viendront marquer la réussite parce que c'est une réussite de ces journées. Tout d'abord, je tenais à remercier tous ceux sans qui nous ne serions pas là, ceux qui ont travaillé depuis des mois, depuis un peu avant l'année dernière et les 39e journées pour préparer cet événement. Bien évidemment, Jean Rotner, le président de l'AFNO, l'ensemble de ses équipes, les équipes de la région Île-de-France, de l'Institut Paris Région, et puis tous ceux qui nous ont accompagnés dans les territoires, dans les régions, pour nous faire bénéficier de leur retour d'expérience, pour nous permettre d'organiser au mieux ces journées. Des journées qui, je vous le disais, auront été une réussite avec pratiquement 1000 inscrits, plus de 650 personnes qui ont participé activement hier aux 12 ateliers, aux 14 déplacements qui ont d'ailleurs permis de mesurer la capacité d'adaptation et de résilience des agences d'urbanisme, notamment pour ceux qui faisaient des visites sur le secteur nord de Paris et qui ont été confrontés à la réalité des déplacements de camps qui étaient organisés hier. Alors, vous remercier tous pour votre participation et vous dire également que cette fracture territoriale, cette fracture urbanistique, cette fracture sociale, on mesure à quel point, et l'actualité me permet d'en dire un mot, à quel point elle est forte sur nos territoires, également du point de vue environnemental. Vous savez que l'environnement, la présidente de région, Valérie Pécresse, a pu en parler dans son propos introductif mercredi, aura l'occasion probablement en conclusion de revenir dessus, mais est un sujet important, prioritaire pour notre région, avec un investissement de 10 milliards d'euros dans les 5 années à venir en faveur de l'environnement, qu'il s'agisse de la lutte pour la biodiversité, de la lutte contre le réchauffement climatique, du déploiement d'une énergie plus verte, de la création d'une région moins dépendante énergétiquement, ou tout simplement de lutter contre la pollution de l'air, parce que l'air comme l'eau sont les conditions sans lesquelles il n'y a pas de vie possible. Cette actualité a été marquée très fortement sur les contradictions, comment arriver à concilier des intérêts profondément différents et parfois profondément différents avec des montées de polémiques extrêmement fortes, avec l'annonce par le gouvernement hier de l'arrêt du projet d'EuropaCity. EuropaCity est, à mon sens, que l'on soit pour ou que l'on soit contre, l'exemple même de ce sur quoi nous devons travailler aujourd'hui. Comment arriver à concilier des besoins de développement sociaux dans des territoires extrêmement défavorisés, dans des territoires extrêmement éloignés, dans des territoires qui, pour le coup, ne sont plus reliés aux métropoles, à l'exigence environnementale qui naît aujourd'hui, à la conscience environnementale qui naît aujourd'hui, alors parfois de manière assez schématique, mais comment arriver à concilier les deux? À rappeler simplement que ce projet avait été initié par l'État en 2007, suite aux émeutes de Villiers-le-Bel, pour essayer de créer des perspectives de développement économique, de création d'emplois
sur des territoires qui aujourd'hui font partie des territoires les plus pauvres d'Île-de-France, font partie des territoires où la démographie est la plus élevée et où le taux de chômage des jeunes est le plus élevé. Quand on parle d'EuropaCity, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes, on parle d'un aménagement de 80 hectares au travers d'un aménagement global d'une ZAC de 300 hectares. Et donc toute la problématique qui se pose aujourd'hui va être d'arriver à remailler, à relier, à retravailler un projet, à recréer des liens entre des territoires qui sont extrêmement distants les uns des autres, entre des frontières territoriales entre la Seine-Saint-Denis et le Val d'Oise. L'ensemble des investissements ayant été faits depuis des années sur le secteur Seine-Saint-Denis, non pas sur le secteur Val d'Oise, et va être pour nous d'arriver à recréer des acceptabilités. Je crois véritablement que cet exemple qui suit dans une autre logique, celui de Notre-Dame-des-Landes, doit poser la question à chaque projet qui va être porté de son empreinte environnementale et de son acceptabilité environnementale, et toutes les questions qui vont se poser pour l'ensemble des urbanismes, l'ensemble des architectes, l'ensemble des pouvoirs publics qui vont être amenés à travailler sur des développements urbains, va être d'arriver non seulement à recréer du lien entre les territoires, non seulement à recréer du développement, mais à prendre en compte ce facteur qui, il y a de cela encore 10 ans, n'était pas un facteur prioritaire. Lorsque le président Hollande a lancé ce projet, la question environnementale, la question des outrances environnementales du projet initial qui a été revu de nombreuses fois, notamment de cette piste de ski indoor, alors qu'elle avait été abandonnée, mais qui est restée comme le symbole des pourfendeurs de l'anti-EuropaCity, cette urgence environnementale n'existait pas. Cette demande environnementale n'existait pas. Lorsque Jean-Paul Huchon a fait voter le SDRIF en 2013 avec EuropaCity, ces problématiques n'existaient pas. En 2019, aujourd'hui, ces questions d'acceptabilité pour les opinions publiques sont prioritaires. Et pour autant, comment pouvoir accepter de condamner des territoires à la misère sociale et économique? C'est quelque chose qui n'est pas possible. Et moi, je crois que nous avons collectivement, peut-être au travers de cet exemple, l'opportunité de faire d'un mal un bien. C'est de faire un laboratoire de reconstruction urbaine, un laboratoire de ce que peut être un plan d'urgence pour des territoires en difficulté, non pas au travers d'un énième plan cosmétique, d'un ripollinage, mais au travers d'investissements de développement économique lourd sur les parties déjà bâties, peut-être de travail avec un certain nombre de friches existant autour, avec la limite des frontières départementales, des frontières d'agglomération qui sont toujours dans notre pays des frontières parfois plus dures que ce que pouvait être celle entre Berlin-Est et Berlin-Ouest il y a de cela 30 ans et un jour, mais c'est quelque chose qui doit profondément nous interpeller. Et puis ça posera également la question de comment requalifier des terres agricoles, comment les conserver. On parle de manière assez abusive sur ces terrains du triangle de Gonesse de meilleures terres d'Europe. Concrètement, beaucoup d'entre elles sont situées sous les pistes de Roissy, c'est-à-dire que depuis un siècle, elles subissent quotidiennement des centaines d'atterrissages et de décollages d'avions avec des pollutions au kérosène réelles dessus. La réalité est qu'il va falloir aller les dépolluer, les réaménager, et donc ça pose aussi ces questions de réaménagement vert, de réaménagement agricole en fonction des projets qui seront retenus. Je pense que les semaines et les mois qui viennent vont être passionnants dessus, et si l'ensemble des travaux que vous avez pu avoir depuis 3 jours peuvent permettre de venir enrichir ce débat et cette réflexion, alors non seulement ces 40e journées de l'AFNO auront été une réussite pour l'AFNO, pour les participants, pour l'IPR qui vous aura reçu à l'occasion de ses 60 ans, mais également tout simplement pour l'Île-de-France et pour l'urbanisme en général. Je vous souhaite une très belle fin de journée et de très bons travaux. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Merci.
Merci à vous. Nous allons donc pouvoir passer à notre première séquence, ces flux qui nous gouvernent et nous dépassent. Jingle. Alors, c'est une première séance que va nous amener d'abord sur la question fondamentale des flux. Et c'est pour cela que j'invite à monter sur scène M. Jean-Marc Hoffner, qui est directeur de l'agence d'urbanisme de Bordeaux-Aquitaine, président du conseil stratégique du programme POPSU, Aristide Athanasiadis, qui est professeur chaire économie circulaire et métabolisme urbain de Oui, on peut les l'université. applaudir. Vous pouvez, hein, vous avez le droit, bien sûr. Ils le méritent. De l'Université libre de Bruxelles. Xavier Piechazic, qui est directeur général adjoint réseau clients et territoire de RTE. Je vous en prie, monsieur, rejoignez-nous. Et madame Patricia Blanc, DG de l'agence Hauts-Seine Normandie. Vous aussi, je vous en prie, venez, prenez place. Bienvenue à vous. Installez-vous, messieurs. On attend les derniers. Et en attendant, ce que je te propose, Giuseppe, c'est justement pour entamer nos échanges. Eh bien, on va regarder, on va partir porte de la Chapelle, où certains d'entre vous ont même réussi à se rendre hier. On va aller voir un reportage sur l'hôtel logistique Sogaris. Donc, je le disais, porte de la Chapelle, on regarde. Nous sommes porte de la Chapelle, sur l'hôtel logistique Chapelle Internationale de Sogaris. Nous avons eu la chance de pouvoir venir sur une ancienne friche industrielle de la SNCF pour pouvoir implanter un bâtiment logistique. C'est un bâtiment qui permet la mixité en fait, de programmation, puisqu'on y retrouve évidemment de la logistique urbaine qui est notre principale programmation, mais aussi du tertiaire, puisque sur le front côté rue, nous avons des logements, un gymnase, et puis côté court, je dirais, on a du rail. Donc comment ce bâtiment a pu répondre à cette intégration? C'est à la fois en pouvant, à l'arrière, côté rail, pouvoir accueillir de la logistique, et côté rue, en fait, de le tertiariser, de le rendre plus domestique, et de pouvoir répondre à un champ et à une vision qui était celle du logement, donc avec des bâtiments tertiaires. Nous avons aussi un espace sportif, nous accueillons également un restaurant, nous accueillons aussi en toiture pour la ville de Paris 10 000 m² d'agriculture urbaine, tout ça permettant de mieux intégrer le bâtiment et de pouvoir aussi gérer les flux en arrière de site et de répondre en plus par une obligation vis-à-vis de nos locataires à avoir des véhicules propres, des véhicules électriques ou gaz. Au-delà de la mixité de programmation, ramener les marchandises en ville, c'est évidemment aujourd'hui le plus classique, c'est la route. Mais ça se fait par deux autres moyens, qui peut être le fluvial ou le rail. Le rail est une façon simple puisque les réseaux existent, mais il faut cependant avoir des bâtiments qui puissent accueillir en fait, ces trains et pouvoir derrière faire partir la marchandise. Donc nous sommes sur un bâtiment qui fait 400 mètres de long, qui permet d'accueillir en fait 2 rames de train. Nous sommes sur un cas d'école parce que déjà ça n'existe quasiment pas en France. Nous sommes sur la question de la mutation en fait, des surfaces de friches urbaines, puisque le sujet aussi c'est de dire comment chercher du foncier dans une zone qui est rare et qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est aussi répondre à un besoin. La ville et le territoire a besoin de recevoir de la marchandise et comment aujourd'hui, du fait de cette densification, on arrive à y répondre. L'hôtel logistique de Sogaris est une façon d'y répondre, de pouvoir mieux gérer ces flux et de permettre de mieux alimenter en fait, les besoins de la ville et du territoire. Voilà. Jean-Marc Hoffner, parler de flux, parler de réseau, c'est la chose la plus naturelle à faire avec vous depuis longtemps. Et c'est vrai que c'est une matière assez particulière aujourd'hui. Auparavant, on se le disait, c'était vraiment l'outil que l'État, la nation utilisait pour se bâtir, si on peut ainsi dire. C'était naturel. On a de plus en plus du mal, pour tout un tas de raisons, à contrôler ces flux et ça devient problématique. Pourquoi? Alors, chers professeurs, chers amis, effectivement, nous qui sommes des territoriaux, on a du mal avec les flux et on a du mal avec ce sentiment de
de mise en réseau généralisé de l'économie, de la société, des territoires. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment heureux où il y avait au contraire une connivence entre les réseaux et les territoires, parce que les réseaux ont fabriqué l'État-nation, les États-nations, en France en particulier, avec le télégraphe de Chappe à la Révolution, avec le réseau ferroviaire, parce que les réseaux ont créé des solidarités territoriales. À un moment, on disait la France du Nord et sa houille noire se s'allient avec la France du Sud et sa houille blanche, grâce à l'interconnexion des réseaux électriques. Après la Seconde Guerre, les péréquations tarifaires permettaient aux urbains de financer le développement électrique des campagnes. Et puis, il y a eu aussi, par exemple, l'assainissement urbain, qui a obligé, d'une certaine manière, les riches à être solidaires avec les pauvres, parce que si les pauvres continuaient à avoir des maladies infectieuses, c'était embêtant, et donc il fallait que tout le monde ait l'assainissement urbain. Et donc, il y a eu ce moment, cette époque où la connexion était très valorisée. Les Saint-Simoniens disaient avec l'interdépendance généralisée, c'est la paix universelle. Le retour de bâton est violent. Aujourd'hui, idéologiquement parlant, c'est la déconnexion qui est valorisée. La déconnexion, c'est donc l'autosuffisance et tout ce qui va avec, et puis son côté peut-être moins sympathique qui est l'entre-soi finalement. Et comment est-ce que cela s'explique assez facilement? Deux, trois explications. D'abord, effectivement, cette globalisation mondiale qui fait que le capitalisme réticulaire est sans frontières. C'est le premier point. Au niveau européen, ce qu'on appelle les services d'intérêt généraux ont été largement dérégulés, ce qui a fabriqué beaucoup de nouveaux acteurs sur les réseaux et beaucoup de diversité d'échelles de gestion. On y perd ses territoires dans cette affaire. Et puis, troisième élément, le numérique qui amplifie les capacités d'interconnexion et qui amplifie donc le brouillage des assises territoriales. Et donc, c'est l'intitulé de la séquence, les flux débordent, ils s'affranchissent de leur assise territoriale. Et, je voudrais insister une seconde là-dessus, quand il n'y a plus de périmètre, il n'y a plus de politique. En tout cas, on ne sait pas, et ça a démarré avec Aristote, on ne sait pas faire du politique sans périmètre. Et évidemment, c'est un sujet majeur pour nos affaires. On a donc envie de retrouver des moyens de penser, de réfléchir, une interaction à nouveau bienveillante, si je puis dire, entre réseau et territoire. Alors, les ateliers, dont j'ai la lourde charge de synthétiser en quelques secondes, quelques heures de travail, ont proposé des pistes intéressantes. Un atelier qui parlait de logistique le film montre bien que, évidemment, dans le réseau, à un moment, il s'ancre dans un territoire, dans un lieu d'échange, dans un hub logistique. Et là, la collectivité territoriale peut réintégrer le jeu de la négociation et peut réinventer des compromis entre la logique des flux et l'espace urbain. Il y a aussi, de façon tout à fait intéressante, cette idée de métropole séquoienne et de cette réflexion fondamentale sur la résilience, avec ce qu'on pourrait appeler l'exemple paradigmatique des inondations. Pour lutter contre les inondations, l'aval a besoin de l'amont, mais l'amont, il a envie d'être payé en retour. Et donc, c'est le désormais célèbre exemple du zouave du pont de l'Alma. Le zouave du pont de l'Alma, un jour, il pourra dire merci à Châlons-en-Champagne pour ses efforts, pour qu'il ne soit pas les pieds dans l'eau. Et merci à Jean Rotner en particulier, évidemment. Et puis, donc dans cette affaire, on crée de nouvelles solidarités en dessinant un nouveau périmètre au sein duquel ces solidarités se développent. La troisième façon, on va en parler avec vous, c'est ce qui tourne autour de la relocalisation finalement. Les circuits courts, ces fameuses analyses sur le métabolisme urbain à travers la question alimentaire, à travers la question des matériaux de construction,
Et Sabine Barle vous a, je crois, très bien montré qu'à la fois c'est un enjeu tout à fait important, qu'il fallait regarder de très près, mais qu'en même temps on ne pouvait pas tout relocaliser et qu'il y avait bien sûr forcément du multi-échelle, du multiscalaire dans cette affaire. Et donc ces trois pistes, hein, finalement, la régulation par les lieux, le dessin de nouveaux territoires de solidarité, la relocalisation, ils sont extrêmement intéressants, passionnants, mais ils tentent chacun à sa manière de recréer du périmètre. Et probablement faut-il effectivement être dans ces efforts, mais continuer aussi à réfléchir de façon pour le moment plus théorique à ce que pourrait être aussi de la politique dans la gestion et la conception des flux. C'est vrai que cette définition du rôle politique et de la délimitation du territoire, ça devient effectivement un argument. On disait d'ailleurs, quand on en avait parlé auparavant aussi, visualiser les flux, comment on les cartographie. Et je pense qu'à ce sujet, on a un petit focus. Tout à fait. Maude. En effet, on a un témoin pour parler d'outils, de nouveaux outils même, pour mieux appréhender les flux, ce qui est vraiment très difficile justement, pour changer de regard également sur ces flux. On va en parler tout de suite avec Laurie Gobled, qui est géomaticienne à l'Institut Paris Région. On l'applaudit bien fort. Bonjour Laurie Gobled, bienvenue, voici un petit micro. Alors, vous avez travaillé autour d'une nouvelle démarche vraiment au niveau cartographique pour essayer de saisir les flux, ce qui est vraiment très difficile. Vous avez voulu avoir un nouveau regard, d'appréhender vraiment les choses avec un changement de perspective. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est mis en place pour essayer de représenter ces flux? On va le voir avec une carte particulière, celle du système veineux francilien, où justement vous avez fait des choix. Il a fallu faire des choix pour changer de regard. Oui, c'est ça, c'est essayer de changer un petit peu notre point de vue sur la carte. Depuis 5 ans, les cartographes et géomaticiens de l'Institut ont décidé de travailler en atelier et on a eu plusieurs démarches comme ça de co-création pour essayer de trouver des solutions innovantes. Et donc chaque atelier se l'est fait selon un fil conducteur qui oriente notre démarche. Et donc cette année, on voulait explorer l'objet cartographique à travers le regard et le changement de perspective. Alors, quelle était du coup l'idée avec ce système veineux? Alors, ce système veineux, c'est effectivement une des productions qui ressort de cet atelier. On le voit bien, voilà. On voit que ça fait vraiment système veineux. Hein. Un des points communs qu'il a avec toutes les autres productions, c'est que nous, on voulait s'affranchir des limites administratives, la façon dont on habite un territoire où on s'y déplace et les obstacles et les contraintes que l'on peut rencontrer se jouent des limites administratives. Donc nous, c'était un moyen de susciter des nouveaux repères, mais aussi de réinterroger notre rapport à l'espace, au vide, au creux et aux échelles. Donc ce système veineux, il représente les endroits où se cumulent les différents réseaux qui alimentent la métropole, donc les réseaux ferrés, routiers, l'hydrographie, les canalisations, etc. Et dans l'idée d'essayer de voir ce que l'on ne voit pas, qui était un de nos objectifs de cet atelier, on a voulu susciter un changement de point de vue, un point de vue vers le sol. C'est ça ce que vous appelez le changement de perspective? C'est une des solutions qu'on a proposées, d'essayer de voir ces réseaux qui sont à fleur de peau ou sous la peau. Et le clin d'œil du titre de la carte renforce l'idée qu'effectivement, on est dans un système vivant qui est indispensable au fonctionnement de la métropole. Quand on parle de système veineux, il y a quand même des flux qui n'arrêtent pas de changer, c'est ça? Parce que vous me disiez, il y a en effet les autoroutes qui, eux, sont du coup bien ancrées, mais il y a plein de choses qui changent et c'est ça qu'il faut essayer de représenter toujours différemment. Oui, ça c'était une autre production qu'on n'a pas ici, qui était celle le plus au niveau des territoires servants, qui effectivement sont des territoires qui sont assez mouvants en fait. Aujourd'hui, on a essayé, nous, dans le cadre de cet atelier, de les cartographier. Ils sont aujourd'hui ce qu'ils sont. Il y a effectivement, ça peut être les autoroutes, etc. Et puis demain, ces territoires servants seront encore d'une autre nature.
Alors justement, toujours sur ce renversement de regard qui est très intéressant et des représentations, vous êtes allé encore plus loin, enfin c'est plus frappant encore pour nous, avec cette carte qui apparaît, on dirait la forêt noire, on dirait vraiment un paysage très étonnant. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que vous avez vraiment voulu souligner avec, là encore, ce changement de méthode? Alors ici, on détourne un traitement qui est habituellement utilisé pour le relief, pour montrer les niveaux de revenus. Donc c'est une carte qui... Comme si c'était du relief. Hein. Oui, voilà. Cette carte, elle désoriente volontairement pour dessiner une nouvelle géographie de l'espace francilien qui serait composée de pics, là où il y a les plus hauts revenus, et de vallées, là où il y a les plus bas revenus. Et c'était le moyen pour nous, en détournant cet outil, d'aller chercher un petit peu aussi de créativité, de montrer les choses, enfin en tout cas ces données différemment, et de montrer surtout visuellement les écarts, les inégalités, et puis cette proximité de territoires qui sont très différents. Alors, juste pour conclure, sur ce changement de méthode, comme vous avez dit, c'est un nouveau regard. Donc, est-ce qu'il a été apprécié par tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens qui estiment que du coup, vous effacez d'autres choses? Comment ça se passe? Est-ce que c'est un petit peu, vous m'avez dit, une petite révolution? Une petite révolution, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a plutôt eu des bons retours. Oui. C'est vrai que l'ensemble des productions qui sont sorties de cet atelier, encore une fois, elles désorientent, puisqu'on a des variations cartographiques un petit peu multiples qui sont parfois décalées, inversées ou déformées, mais qui finalement font écho à des préoccupations qui nous animent en aménagement et en urbanisme et en cartographie, comme rendre visible le petit, relier les territoires, essayer de montrer les inégalités ou les complémentarités. Alors après, c'est vrai qu'en cartographie, on ne peut pas réinventer grand-chose. Hein. On a le point, la ligne, le polygone, pour faire très simple. Mais par contre, on s'en rend compte à travers cet atelier, on a moyen d'être très créatif dans la façon dont on utilise les outils dont on dispose et la façon dont on peut les détourner le temps d'une démarche comme celle qu'on a menée. Eh bien, merci beaucoup Laurie Goblet d'être venue nous expliquer. On poursuit notre séquence. Poursuit. Et c'est vrai que c'est passionnant cette représentation de l'orographie financière du revenu parisien. Ça donne des idées de comment aller à la conquête de la montagne. Et vision dichotomique assez intéressante, Est-Ouest en plus. Monsieur Athanasiadis, vous êtes professeur d'économie circulaire et on parle beaucoup de métabolisme. La comparaison, encore une fois, est faite avec la biologie, le réseau veineux. Est-ce que le métabolisme est vraiment qu'une comparaison avec un système biologique? La ville devient biologique. Est-ce que c'est si simple que ça? Ou peut-être on a besoin de quelques balises de plus? Oui, bonjour. Tout d'abord, merci à l'Institut Paris Région pour l'invitation. C'est assez facile de tomber dans le piège de la simplification du métabolisme urbain. Et évidemment, quand on regarde ces représentations très belles d'ailleurs du système veineux de l'Île-de-France, on peut se dire les villes peuvent ressembler à un organisme vivant tout simplement et qui vit et qui a des poumons et qui a des veines. Mais c'est un peu un problème parce que du coup, il y a le cancer de la ville, il y a les parties mauvaises et les bonnes parties de la ville, il y a un docteur de la ville. Et là, on peut vraiment tomber dans le panneau. C'était le cas, par exemple, dans le cas de Haussmann à l'époque, ou tous les urbanistes hygiénistes à cette époque-là. Donc aujourd'hui, le métabolisme urbain est un peu plus complexe que ça, ou il faut le complexifier un peu plus que ça. Donc ce n'est pas uniquement tous les flux qui rentrent et qui sortent d'une ville et qui sont stockés sur une ville, c'est également tous les acteurs, toutes les infrastructures et aussi à différentes échelles. Cela pose des enjeux à beaucoup d'échelles et c'est au fait des moyens de négocier entre enjeux. L'enjeu énergétique, l'enjeu de l'eau et l'enjeu de la matière sont en fait très intimement liés et c'est avec des outils comme le métabolisme urbain où on essaye de complexifier la chose, où on essaye de dire attention, est-ce qu'on ne produit pas des conséquences indésirées et indésirables sur une autre politique avec notre politique ici. Hier, nous avons pas mal parlé aussi d'économie circulaire. L'économie circulaire voulant faire des boucles de ce qui sort vers ce qui rentre. Évidemment, en schéma, c'est très facile. En pratique, c'est un peu plus difficile. Et donc, le métabolisme urbain peut être aussi un outil d'aide à la décision et
d'éliminer certaines fausses bonnes idées, mais aussi de se rendre compte que pour faire de l'économie circulaire, il faut de l'espace, il faut des acteurs, il faut des infrastructures. Ce n'est pas juste un schéma, il faut mettre de l'argent, il faut mettre de l'espace. Et cet espace-là, il sera pris à autre chose, au résidentiel ou à un autre enjeu. Donc c'est vraiment un enjeu de négociation. Pour essayer de synthétiser également ce qui a été dit hier durant l'atelier, alors évidemment, on a parlé beaucoup de connaissances et de manque de connaissances, comment le métabolisme urbain peut faire peur, comment c'est peut-être un enjeu trop complexe et il y a trop d'informations sur les flux, trop de données, c'est difficile de l'aborder. Au final, il y a un manque de connaissances, mais on a aussi énormément de connaissances et il faut utiliser du bon sens. C'est-à-dire que démolir un bâtiment pour en construire un neuf, ce n'est pas vraiment du bon sens. On peut le prouver avec des études, on peut le prouver avec des données, mais il faut aussi utiliser un bon sens. Aujourd'hui, le bon sens économique n'est pas le même avec le bon sens environnemental, mais voilà. Et aussi, beaucoup de connaissances existent parmi vous, parmi les instituts d'urbanisme. Et donc, les instituts d'urbanisme pourraient être au fait le lien pour mettre en place, ou l'acteur clé pour mettre en place des approches métaboliques. Parce que vous détenez déjà beaucoup d'informations, vous détenez beaucoup de cartes, vous détenez beaucoup de commandes, entre guillemets, des territoires. Donc j'ai entendu qu'il existe des clubs de l'AFNO. Je proposerai peut-être un club métabolisme urbain comme le suivi de ceci. Mais il faut se dire que c'est un travail de très longue haleine. C'est pas quelque chose, une fois qu'on a trouvé les données et qu'on les visualise, c'est fini. Au fait, après, il faut mettre en action. Et donc pour ça, il faut un énorme portage politique. Et on a beau faire toutes les études qu'on veut, s'il n'y a pas de portage politique derrière, au final, on est juste un peu otage de tout ça. Voilà. Merci, je vous interromps parce qu'en fait, on va revenir. Et à ce sujet, je pense qu'après ce que vient de dire le professeur Athanasiadis, ça serait intéressant, je pense, de voir une vidéo là-dessus. On a en effet une illustration, hein, puisque vous évoquiez ce métabolisme, et il tombe à pic justement parce que normalement, hier, dans les visites qu'auraient dû être faites, les visites d'atelier, eh bien, on aurait dû se rendre à la ferme des Possibles, qui est un site très particulier, près du périphérique, à quelques kilomètres, hein, à Stein exactement. Malheureusement, on n'a jamais pu s'y rendre, mais heureusement, nous y étions allés un petit peu avant avec nos caméras, et c'est l'occasion de découvrir flux alimentaire, flux de matière. Vraiment, c'est une illustration très intéressante par rapport à ce que vous venez d'évoquer. On regarde. Nous sommes sur le site de la ferme des Possibles qui se trouve sur la ville de Stein, donc au nord de Paris, à 5 km. On occupe le terrain depuis 2015 car la mairie de Stein, qui est propriétaire, cherchait à l'époque un porteur de projet et avait prévu que cet espace de 1,2 hectare reste une zone maraîchère. Donc on fait de la culture à la fois sous serre, où on a aussi notre zone pépinière, on fait nos propres semis, et de la culture en plein champ, où on fait du maraîchage entre les linéaires de fruitiers. Donc nous avons un service traiteur, un service de vente de fruits au bureau. Ce projet de la ferme des Possibles, il est intéressant en fait à deux niveaux. D'abord par son site en fait, parce que c'est un des derniers espaces ouverts dédiés à la production alimentaire en proche banlieue. Il est aussi donc intéressant par rapport au flux, ce qu'on appelle l'approche par le métabolisme, c'est-à-dire qu'il s'agit de regarder et de gérer un petit peu autrement, de manière plus sobre, de manière plus circulaire, les flux en fait qui sont mobilisés, qui sont nécessaires au fonctionnement des espaces urbains. Donc on va parler d'alimentation, d'énergie, d'eau, de matériaux de construction, etc., etc. Le bâtiment qui est juste derrière, c'est notre futur siège social. On a fait le choix initial d'être exemplaire au niveau de la consommation d'énergie. On voit cette volonté de tendre non seulement du coup vers une approche intégrée du flux organique, avec donc une production alimentaire locale, bio, de proximité sur un site généreux, mais aussi vers une prise en considération en fait de l'un des flux essentiels de ce métabolisme des villes et des territoires, qui sont les matériaux de construction. Et tous ces matériaux-là, ils ont trouvé une seconde vie ici en fait. On peut voir juste ici, la façade ouest, elle est entièrement vitrée.
Donc ça, ce sont des fenêtres de réemploi qui viennent de la restauration de logements HLM dans une ville voisine. On a fait toute une façade en briques de terre crue. On a même été jusqu'à utiliser les résidus de laine de bois pour l'isolation de la toiture. Donc on est vraiment sur un objectif zéro déchet, réemploi et matériaux biosourcés. Si aujourd'hui les collectivités ne s'étaient pas mobilisées, ne s'étaient pas engagées à sauvegarder une terre agricole et à la mettre à disposition de porteurs de projets, notre filière elle n'existerait pas. La diversité des acteurs publics présents sur le territoire, la municipalité, pleine commune, la région Île-de-France, les porteurs de projets, et ben tout ça finalement se met un peu autour de la table et puisse œuvrer dans un but commun qui est, mine de rien, encore une fois, une approche plus sobre et plus circulaire des flux de matière. Voilà. Xavier Pijazic, donc RTE, oui on peut, parce que c'est vrai que c'est passionnant comme thème. À la fois vous, à la fois Madame Blanc, vous représentez deux acteurs territoriaux assez importants qui avaient un rôle. Et on se dit, est-ce que ce rôle, cette activité n'a pas été modifiée par tout un tas de choses? Par exemple, là, on l'a vu, plusieurs acteurs territoriaux interviennent avec une institution, une ferme, qui se trouve va être productrice d'électricité, on n'en sait rien. Le changement pour RTE, qui était auparavant ce qui arrivait sur les territoires, aujourd'hui, vous me disiez, ça devient un co-aménageur. Donc beaucoup de choses ont changé pour RTE dans son rapport avec le territoire. Comment vous faites aujourd'hui? Alors déjà, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Marc Hoffner quand il a parlé des différentes solidarités, pour rappeler que l'électricité et le transport de l'électricité, c'est un facteur de solidarité qui existe encore. Ce n'est pas une solidarité passée. Peut-être quelques exemples. 20% de l'électricité produite en France est exportée vers nos voisins. Elle est consommée par eux parce qu'ils en ont besoin. Je vais parler de la solidarité nationale entre les régions. La région Centre-Val de Loire consomme 4 fois moins que ce qu'elle produit. Donc ce qu'elle produit en trop, il faut la distribuer ailleurs. La région Île-de-France où nous sommes, elle consomme 20 fois plus que ce qu'elle produit. Donc elle est très importatrice. Voilà. En Occitanie, c'est assez égal. L'Occitanie consomme autant qu'elle produit. Ça, c'est valable en moyenne annuelle, mais c'est pas vrai chaque jour, puisque quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'énergie photovoltaïque. Donc c'est une solidarité nationale entre les régions, puis c'est une solidarité infrarégionale, parce que bien évidemment, il y a des grosses différences et des gros écarts entre la ville et la campagne, entre les métropoles et leurs périphéries. Donc c'est une solidarité territoriale qui existe encore, et puis ça reste encore une solidarité financière, parce qu'en France, des réseaux comme le réseau de transport d'électricité, comme d'autres réseaux, ils sont tarifiés sur le principe du timbre-poste. Vous payez la même chose que vous soyez en zone dense ou en zone pas dense, et vous payez la même chose que vous soyez près d'une centrale nucléaire ou très loin. Voilà. Alors c'est vrai que cette solidarité, elle passe par une infrastructure, on en a parlé, on a vu tout à l'heure sur les écrans des dessins magnifiques. Cette infrastructure, et moi je vais parler de l'infrastructure électrique, elle a longtemps été subie par les territoires. Elle a été subie, on pourra revenir si on a le temps tout à l'heure sur les raisons, qui ont conduit à ce que les territoires subissent cette infrastructure. Mais je veux dire aussi qu'elle a été pendant très longtemps le symbole du développement économique et du dynamisme territorial. Deux exemples, souvenons-nous, l'affiche de François Mitterrand pour l'élection, pour la campagne présidentielle de 1965. En fond de son affiche électorale, il y a un pylône. L'affiche de Valéry Giscard d'Estaing qui parlait d'une France forte en 1974. Derrière son affiche électorale, il y a un pylône. Je sais qu'il y a beaucoup d'élus dans la salle. Je ne sais pas aujourd'hui combien mettrait un pylône derrière sa prochaine affiche. Je vois qu'il y en a qui sourient.
Alors Mitterrand a eu une église plus tard. Tu as raison, Jean-Marc. Celle de 81. Absolument. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre rapport à ce type d'infrastructure a changé. Donc effectivement, nous avons un rapport à ces infrastructures qui sont intrusives, qui changent. Et puis ces infrastructures, il faut qu'elles s'adaptent parce que le mix électrique est en train de changer. Et puis la ville, de manière générale, aspire à ne plus subir son métabolisme, comme on le disait tout à l'heure, mais elle est prise dans une contradiction parce qu'il faut que ses organes fonctionnent. Et pour que ces organes fonctionnent, il faut quand même des adductions comme l'électricité. Donc effectivement, un acteur comme RTE doit donc intégrer l'ensemble de ces changements et devenir un co-aménageur, c'est-à-dire mettre en place les structures de coopération et de planification qui permettent de penser l'aménagement de la ville de demain et donc la place de ces infrastructures de manière beaucoup moins subie, mais de manière beaucoup plus partagée. On y reviendra si vous voulez. Je pense que j'ai été un peu long. Tout à fait. Et merci beaucoup. Vous n'avez pas été trop long, c'est pas ça. Merci. C'est pas ce qu'il a voulu dire. Merci de votre franchise. Absolument pas. Merci de votre franchise, cher professeur. Je prends des notes. C'est très bien parce que c'est tout à fait passionnant et à l'intérieur du bouillon qui nous intéresse. C'est pour ça que je dis c'est très bien, pas parce que je dois évoluer qui que ce soit, au contraire. Et surtout qu'on va passer à l'autre interlocuteur qui va nous rajouter l'autre point de vue et qui va nous parler un peu plus de l'impact aussi du changement climatique parce que c'est un élément de transition dont on n'a pas parlé. Mais avant de vous passer la parole, Madame Blanc, je sais qu'il y a une vidéo qui va parler d'un élément qui vous est très cher, l'eau. Et oui, justement, sur cette question, en effet, on a rencontré la spécialiste Magali Regazza. Elle était avec nous hier, car elle était à la visite à Vitry, au bord de Seine. Malheureusement, elle n'est pas là aujourd'hui parce que, justement, elle est en déplacement sur un territoire à risque, mais elle a voulu nous donner sa vision des choses sur cette thématique. On la regarde. La résilience, c'est à la fois le processus, l'état, la propriété, qui permet à un territoire, une population, des individus ou des activités économiques de faire face à un choc ou une perturbation, de l'absorber et de se relever en tirant, si possible, des leçons de ce qui s'est passé. Il est nécessaire que chaque territoire définisse ce qu'il veut mettre, ce que les acteurs du territoire, les élus, les populations, les acteurs économiques, les associations, tous les gens qui font le territoire, qui y habitent, qui y vivent, qui pratiquent, décident de mettre dans cette résilience. En revanche, c'est un outil assez extraordinaire pour faire dialoguer ensemble les acteurs du territoire et pour faire dialoguer entre eux les territoires. Pourquoi? Parce que la résilience d'un territoire va impacter les territoires environnants. Et pour qu'un territoire soit résilient, il a aussi besoin de s'appuyer sur les territoires qui l'environnent. Donc la résilience, elle ne peut pas se faire tout seul dans son coin. Et donc ce qui est intéressant, c'est que la résilience, ça devient un outil pour parler, pour retisser du lien entre les gens qui habitent et qui pratiquent les territoires, entre les décideurs, les administrés, les praticiens, les professionnels, et entre les territoires dans une vision qu'on appelle systémique, c'est-à-dire dans une vision qui va associer l'ensemble des collectivités, l'ensemble des territoires à plusieurs échelles pour essayer de construire ensemble des politiques et des trajectoires territoriales qui se renforcent plutôt que de se neutraliser, d'avoir des impacts négatifs les uns sur les autres. On a fait énormément de progrès du point de vue des sciences et des techniques sur tout ce qui permettait aujourd'hui de fabriquer des technologies innovantes qui permettent de réduire un certain nombre de nuisances, de réduire un certain nombre d'aléas. On a encore besoin de comprendre ce qui se passe du côté des populations. Parce que vous pourrez avoir la meilleure technologie qui existe. Si derrière les gens qui pratiquent et qui habitent le territoire ne s'en emparent pas, ne s'approprient pas des innovations technologiques, des pratiques, des messages des urbanistes, ça ne sert strictement à rien. Et donc il y a un besoin de connaissance, de construction commune. Et derrière, c'est bénéfique pour tout le monde. Tout à fait important, rappeler, allez-y,
rappeler qu'il y a une énorme complexité, que finalement, voilà, la participation d'acteurs totalement différents. Et il y a 40 ans, il y a 50 ans, on n'avait pas autant d'acteurs. Prendre en charge la population aussi dans sa démarche de résilience est un élément qu'aujourd'hui est considéré comme acquis. Mais ça rend toujours le problème de comment gouverner cet ensemble. On va revenir. Madame Blanc, vous, en tant que directrice de l'agence de l'eau Seine-Normandie, vous êtes confrontée à cette question de solidarité territoriale, comme disait M. Péjazic, mais aussi par rapport à des conditions de crise qui doivent prendre en charge aussi les populations, les solidarités des territoires, parce que Paris prend l'eau de plus en plus loin et de plus en plus en profondeur. Aujourd'hui, la mission des agences de l'eau a complètement changé. On se disait, il y a 25 ans, c'était fondamentalement où bâtir une station d'épuration. Aujourd'hui, c'est tout à fait une autre histoire. Oui, merci de poser cette question. C'est l'occasion pour moi de rappeler ce que c'est qu'une agence de l'eau. Donc, vous avez 6 agences de l'eau sur le territoire métropolitain, une par grand fleuve. L'agence de l'eau que je représente aujourd'hui, c'est le fleuve Seine et la Normandie. Et notre mission, c'est d'organiser effectivement un schéma de solidarité financière à l'échelle d'un bassin versant. Donc on a parlé, M. Hoffner a évoqué tout à l'heure les questions de solidarité entre l'amont et l'aval. Quand l'agglomération parisienne rejette ses eaux usées dans la Seine, même si elles sont beaucoup mieux traitées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 50 ans, elles influencent quand même la Seine jusqu'à la mer et notamment l'estuaire. Et le régime que nous organisons avec ces redevances qui sont perçues chaque année par les agences de l'eau et qui sont payées globalement par les territoires les plus densément peuplés, les villes, sont ensuite redistribuées vers les territoires qui souffrent des conséquences en matière de pollution, mais aussi éventuellement en matière d'inondation de ce qui se fait à l'amont. Pour vous donner une idée de notre capacité d'action, les agences de l'eau ont un budget de 2 milliards d'euros chaque année, donc financé par des redevances, un système de taxes affectées, ce qui n'est pas très fréquent en politique environnementale. Et ces 2 milliards d'euros, nous les réinjectons ensuite en financement de projets portés par les collectivités, mais aussi par les acteurs économiques, par les usagers de l'eau, les fédérations de pêche, pour dépolluer l'eau. Alors comme vous l'avez dit, pendant 50 ans, on a financé beaucoup de stations d'épuration, beaucoup d'usines d'eau potable, et de plus en plus maintenant, nous finançons une approche beaucoup plus intégrée de restauration du bon fonctionnement du cycle de l'eau. Donc au lieu de financer de la réparation, de la dépollution, on finance de la prévention. Donc notre rôle maintenant, c'est de s'assurer de manière beaucoup plus globale que tous les territoires vont disposer de suffisamment d'eau en qualité et en quantité dans les années qui viennent et malgré le changement climatique. Alors pour vous donner un exemple, nous travaillons beaucoup sur les précipitations. Je pense que vous le savez pour ceux d'entre vous qui travaillez avec les agences de l'eau de votre territoire. Les précipitations qui tombent sur un bassin, la grande majorité s'évapore. Donc, et ce phénomène va être accentué par le changement climatique. Donc il devient de plus en plus important de garder l'eau qui tombe et d'en faire quelque chose d'utile pour le territoire. Quelque chose d'utile, ça peut être soit d'infiltrer l'eau dans les nappes pour soutenir le niveau des nappes, ça peut être de rafraîchir la ville, et c'est tout ce qu'on finance en termes de désimperméabilisation, de végétalisation de la ville, d'infiltration des eaux de pluie à la source, qui peuvent jouer un rôle pour réduire les îlots de chaleur urbains qui malheureusement sont maintenant un constat lié au changement climatique. Et c'est aussi organiser la sortie de cette eau du système d'épuration, puisque traditionnellement, on construisait jusqu'à maintenant en envoyant les eaux de pluie en ville, dans les réseaux d'eau usée, puis dans les systèmes d'épuration. Alors ce système a trouvé ses limites, on a financé des stations d'épuration de plus en plus grosses. On a à Achères la plus grosse station d'épuration d'Europe. La difficulté, c'est qu'au fur et à mesure que les métropoles grossissent, les eaux de pluie qui sont envoyées dans les systèmes d'épuration font déborder ces systèmes et polluent les rivières. Et c'est ce phénomène qui nous empêche de pouvoir se baigner à Paris aujourd'hui. C'est vraiment ça qui nous reste à régler. Et la façon d'y arriver, c'est de traiter les eaux de pluie à la source. Voilà, c'est un exemple de ce que les agences de l'eau financent maintenant, qu'elles ne finançaient pas auparavant. On est sorti un peu du tout infrastructure vers quelque chose de beaucoup plus intégré, de beaucoup plus conçu à l'échelle d'un territoire. Je pense qu'à ce moment-là, on pourrait même envisager d'avoir une réflexion un peu plus approfondie sur la question de l'échelle et
particulièrement dans le cas des risques, de paysage, parce que je sais que tu nous as gardé un focus Et à ce justement- sujet avant de revenir à nos invités et pouvoir en parler. Oui, quand on parle de notion de risque et de résilience, justement, on voit bien qu'on doit traiter ça à une échelle plus large. Et justement, c'était un des objets des ateliers hier, un atelier à travailler à l'échelle du bassin parisien. Et pour nous en parler, je vais tout de suite demander à Bertrand Varnier, qui est architecte urbaniste et ex-directeur de l'urbanisme de Cergy-Pontoise, de venir me rejoindre. Merci beaucoup, on l'applaudit bien fort. Bonjour Bertrand Varnier, bienvenue. Alors oui, on le disait, hein, vous avez travaillé hier à l'échelle large du bassin parisien. Est-ce que vous pouvez déjà nous faire un tout petit retour sur l'atelier et nous expliquer en même temps ce que c'est que la biorégion, parce que je sais que c'est un élément important hein, qui a été évoqué. Vous pouvez vous asseoir. Oui, merci. Oui, la biorégion, effectivement, est une affaire qui existe depuis très longtemps. Enfin, ça nous a été réexpliqué hier par un historien de ce phénomène qui est très au fait de cette opération qui était lancée par les Américains, puis les Italiens, mais qui était passée aussi par la France avec des paysagistes comme Nicolas Forestier, etc. La biorégion, c'est dire d'abord priorité à la nature. Priorité à la nature et comment arriver à le faire alors qu'on fait des grandes agglomérations, qu'il y a des agglomérations, il y a des multiplications de territoires dans lesquels se mélangent les espaces agricoles, les forêts, l'hydrographie, les villes, les bourgades. C'est pour ça qu'on dit que c'est très large, du coup. Du coup, c'est très large et c'est bien ce qui fait que cette biorégion est une grappe de villes, de petites villes, de villages qui finalement peuvent faire métropolisation si on le souhaite. Alors aujourd'hui, également, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que la biorégion, elle évolue et justement nos amis américains qui sont là et qui sont venus à ces deux journées de l'AFNO nous ont parlé d'expériences qui sont menées depuis déjà une vingtaine d'années, une trentaine d'années dans d'autres pays du monde. Et je pense en particulier aux Grands Lacs qui sont entre le Canada et les États-Unis, qui sont une manière exemplaire de montrer comment on arrive à essayer de lutter contre les pollutions pour garder effectivement la plus grande réserve d'eau potable du monde. Alors ça, c'est un exemple. Le deuxième, c'est en Arabie Saoudite, au Riyad, une zone de sécheresse et dans lesquelles finalement on récupère de l'eau alors qu'on allait la chercher très loin et qu'on foutait en l'air les effluents dans la mer. On récupère les effluents pour pouvoir en faire de l'eau potable de nouveau, mais avec des systèmes qui sont des systèmes naturels. Alors justement, puisqu'on traite de plusieurs échelles, je reviens un tout petit peu à chez nous, puisque vous étiez vraiment sur la Seine et ses affluents. Vous insistez justement sur ces différentes échelles et vous descendez même jusqu'à la goutte d'eau. Ça veut dire quoi? On a parlé du zouave, on a plusieurs Oui, tout reprises. à l'heure, on a évoqué le zouave, tout à fait. Alors, si jamais vous vous asseyez, ce qui serait super, c'est que du coup, tout le monde vous verrait. Voilà. Il y a deux zouaves. Il y en a un qui est à Châlons en Champagne, et puis il y en a un qui est au Pont de l'Alma. Ah ben, je ne connaissais pas celui de Châlons-en-Champagne. Oui, mais je crois que c'est un clin d'œil justement de la région Grand Est pour pouvoir parler justement de ce problème de l'eau. Et c'est vrai que la technologie ne peut pas tout. Les grands réservoirs, ils jouent leur rôle, mais ils jouent leur rôle de manière, disons, qui n'est pas totale. On sait qu'en 2018, par exemple, les grands lacs, les grands réservoirs ont réussi à diminuer de 60 cm les inondations, alors que celles de 1910, excusez-moi, oui. Elles étaient montées 2,20 m plus haut. Donc il y a du travail à faire, et le travail, c'est probablement par la nature. Alors la goutte d'eau, c'est quoi? C'est celle qui tombe du ciel. Et qui va où? Et elle va où? Elle descend dans les vallons, dans les vallées. Et pourquoi elle descend aussi vite? Parce que aujourd'hui, ça n'est plus la charrue qui finalement fait les labours, c'est le tracteur. Il faut supprimer le tracteur.
excusez-moi, mais toutes les photos que je vois, toutes les balades que je fais dans l'Île-de-France et partout, les tracteurs prennent les sillons dans le sens de la pente, et donc ils accentuent le ruissellement. Si on trouve une nouvelle charrue qui n'est pilotée par personne, mais qui s'adapte à un territoire dans lequel la moindre labour constitue le moindre petit barrage qui permet de retenir les eaux, elles s'infiltreront. Et il y aura une vraie vie de la goutte d'eau. Eh bien, merci beaucoup Bertrand Varnier d'être venu aujourd'hui nous faire une restitution d'atelier. Giuseppe, on poursuit. Oui, on remercie. Effectivement, il faudra demander à Élisée Desclus de réécrire son histoire d'un ruisseau à ce moment-là, à la lumière de l'utilisation des tracteurs. Et c'est très intéressant le fait que tout le monde a parlé de redéfinition des territoires. Il y avait même, vous-même, vous avez parlé donc de l'absence d'un périmètre et cet changement d'attitude, de posture même des agences, de RTE, etc. Comment on peut réagir? J'ai la sensation qu'il manque une certaine cohérence ou coordination sous les territoires. En fait, ça, le coup de massue plus important qu'on peut avoir par la globalisation, par ce changement d'échelle des flux, c'est que finalement, on n'arrive pas encore à trouver une bonne cohérence par rapport à l'action à mener. Ou me trompais-je? Le mot cohérence, il y a eu le mot égalité des territoires, maintenant il y a cohésion, il y a cohérence. C'est des mots qui, pour moi, quand même, font référence à des planifications qui peuvent être un peu à l'ancienne. Le mot coordination est peut-être plus souple, mais les agences sont là, évidemment. Vous avez parlé de complexité, c'est vrai que c'est fatigant la complexité. Les politistes parlent de fatigue de la gouvernance. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des responsables d'agences qui peuvent apparaître un peu fatigués. Peut-être qu'une réorganisation dans la division du travail politique nous aiderait, mais c'est un autre sujet. Non, moi, je suis très frappé de la manière dont on essaie de chasser le périmètre, parce qu'on sait que c'est pas ça, et qu'il revient au galop, quoi. Il revient au galop tout le temps. Le zéro carbone, c'est presque drôle. Tout territoire institutionnel veut être zéro carbone. La ville de Paris, la région Île-de-France, la métropole de Bordeaux, la région Aquitaine, chacun tente de se réapproprier des sujets qui, à l'évidence, ne sont pas périmétrables. Et d'une certaine façon, même si j'ai beaucoup d'intérêt pour les biorégions, c'est aussi une façon de retrouver un périmètre. Alors, il y a Madec avec sa ville de la Pantoufle et son bio-îlot, il y a la biorégion, mais faisons attention, et y compris les cartes. Moi, j'interdis à mes cartographes qui ne m'obéissent pas toujours, de faire des cartes insulaires, des cartes qui ignorent ce qu'il y a de l'autre côté de la limite. Bon, quand on a fait notre atlas de l'espace métropolitain de Bordeaux, on a essayé de faire une représentation des flux entre Bordeaux et le reste du monde, depuis Arcachon jusqu'à Shanghai. Mais les institutions n'apprécient pas beaucoup qu'on s'occupe de l'autre côté de la frontière. Et donc, je pense que c'est très important, on a parlé méthode, programme de recherche POPSU est pas mal sur ces sujets, je m'en occupe un peu, Marie-Christine Jaillet beaucoup. Inventons des méthodes qui obligent à penser l'interscalaire, l'interterritorial, en fait, et qui nous permettent de sortir de ce retour permanent du périmètre. On devrait plutôt apprendre à cartographier à multi-échelle, faire un diatope pour trouver un moyen de garder toujours les réflexions. Justement, j'aimerais bien que M. Tanassidis fasse un peu le lien entre RTE et le métabolisme. Est-ce qu'on peut donner un sens plus concret au concept de métabolisme? Quel outil pourrait en faire, par exemple, M. Pejazic, par rapport à dans son entreprise, dans son institution, par rapport au concept de métabolisme? En quoi ça vient nous aider? D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'il n'y a pas une troisième personne ici qui s'occupe de la matière, parce que ça, c'est ce qui est de plus difficile à gouverner et beaucoup plus difficile de mettre un territoire. Au niveau de l'électricité, on a de la chance, on a des compteurs, donc on peut agir dessus. On peut savoir combien on consomme, on peut savoir qui consomme, et du coup, on peut proposer des politiques. Bon, coopération, c'est peut-être un mot un peu trop soft, peut-être de prédation ou autre, mais disons qu'on a en tout cas des quantités, donc on peut agir sur des quantités. Par contre, il y a une chose, et quand on parle de territoire, c'est tout ce qui est flux indirect et comment on agit sur de l'indirect.
Juste un exemple, à Bruxelles, on consomme, enfin, 4 fois d'énergie est consommée en dehors de Bruxelles pour correspondre à son consommation de 1 unité d'énergie. Pour l'eau, c'est 42 fois. Donc, quand on parle d'échelle et de quantité, bah, qui gagne et qui perd. Donc, prendre une douche à la place d'un bain n'est pas au fait ce qui va nous faire réduire la consommation en eau bruxelloise, c'est changer notre alimentation. Chaque enjeu a d'autres échelles. Monsieur Pejazic, vous intervenez quand même dans les choix territoriaux vers quoi aller. C'est-à-dire que désormais, si on veut aller dans une direction qui puisse amener un changement important, il faut quand même avoir affaire avec RTE. Il faut quand même aussi, du moins, pas seulement, et donc décider quel type d'apport. De quelle manière vous pouvez aujourd'hui, enfin du moins vous ressentez que c'est... Enfin, quelles indications sur le Conseil à venir? Comment trouver une piste qui puisse s'accommoder avec votre façon de façonner les territoires? Alors, notre parti pris, vous avez cité le mot de co-aménageur tout à l'heure, c'est bon, déjà, c'est de ne pas renier la solidarité. Il faut qu'on la promeuve jusqu'au bout. Mais vous avez parlé de co-aménagement tout à l'heure, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie déjà qu'une infrastructure en milieu urbain, elle n'est pas toujours effaçable et elle peut servir à d'autres choses que de transporter de l'électricité. Ça peut faire une trame verte, ça peut amener de la fibre optique, ça peut consulter des points hauts pour mettre quelques antennes de téléphonie mobile. Mais surtout, cette posture de co-aménagement, ça veut dire de réassumer, et je lâche le mot, d'une planification commune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réussir à concilier plus largement demain qu'aujourd'hui des enjeux qu'on commence à regrouper mais qui ne le sont pas complètement. Il y a des enjeux de développement économique, des enjeux de foncier, des enjeux d'urbain, mais il y a aussi tout l'enjeu des utilities que je représente ici. Et il ne faut pas considérer que ces enjeux-là ne sont que de l'intendance. Ils sont structurants dans une métropole pour attirer un data center, un producteur industriel. Moi, je suis à l'aise avec l'histoire, avec l'idée d'une planification plus forte et plus large. Madame Blanc, est-ce que 6 agences se coordonnent et de quelle manière entre elles? Parce que vous êtes soumise quand même à des pressions différentes. Elles se coordonnent tout à fait, mais en fait, j'aurais voulu réagir sur 2 autres points qui ont été évoqués pendant la table ronde, si ça ne vous ennuie pas. Le premier sur... 2 exemples de liens ville-campagne et de comment restaurer du lien entre la ville et les campagnes. Sur les inondations, M. Varny a dit tout à l'heure, attention, les pratiques agricoles accélèrent le flux de l'eau, c'est vrai, mais ce n'est pas l'unique raison pour laquelle l'eau va inonder ensuite les villes. Et à chaque inondation, on a ce débat, est-ce que c'est la faute des agriculteurs, est-ce que c'est la faute de l'artificialisation des sols et des villes qui s'étendent? Et c'est un peu les deux. Et là, on a absolument besoin sur les inondations d'un dialogue ville-campagne sur la prévention des risques, mais aussi sur les manières de le réguler. On a beaucoup parlé des technologies comme solution aux inondations. Les grands lacs qui sont en amont, et notamment à Châlons, il y en a 4, grands lacs en amont, ils écrètent effectivement quelques dizaines de centimètres, mais le jour, vous le savez, où la crue centenale se produit à Paris, ça fera, c'est une étude de l'OCDE, entre 3 et 30 milliards d'euros de dégâts, donc un impact majeur sur l'économie nationale, même avec les grands lacs. Les grands lacs, ça ne suffit pas. Il faut une culture du risque, il faut plein d'autres choses pour protéger la métropole parisienne contre l'inondation. Et on peut en ville aussi se protéger contre les inondations en ralentissant l'eau par des zones d'expansion de crues, par des parcs urbains. On a plein d'expériences qui se font, notamment à Villeneuve-Saint-Georges, qui est une commune qui est régulièrement touchée par les inondations et qui développe des zones d'expansion de crues. On peut ralentir l'eau aussi en ville, pas seulement à la campagne. Voilà. L'autre sujet de lien ville-campagne, sur l'alimentation en eau potable, on a parlé de la déconnexion de la ville et de son territoire d'alimentation, puisque maintenant on a mondialisé évidemment l'alimentation. Mais l'eau potable, c'est aussi un facteur d'alimentation et celui-là, il reste connecté au territoire urbain et c'est un sujet majeur de dialogue entre la ville et sa campagne, puisque pour protéger la ressource souterraine en eau potable, les urbains doivent investir pour aider les exploitations agricoles à changer de pratique, passer en agriculture biologique, utiliser moins de polluants, puisque aujourd'hui, ce qui menace nos ressources d'eau souterraine, c'est essentiellement les pollutions agricoles. Donc, on a ce triangle ville-campagne et acteurs des territoires qui doivent absolument se parler pour mieux s'adapter au changement climatique. Merci. Je dois vous demander de quitter la salle. On peut vraiment vous Merci, applaudir. Merci beaucoup à vous. Voilà. Merci. Donc,
Je vais vous inviter à regagner vos places. Merci vraiment beaucoup d'être venu parmi nous aujourd'hui. Je te propose, Giuseppe, qu'on passe à présent à notre autre thématique, mobiliser et impliquer les individus au cœur des territoires. Jingle. Alors, Giuseppe, qui vient nous rejoindre sur le plateau? Alors, je demanderai sur cette table d'intervenir à Madame Marie-Christine Jaillet, qui est une sociologue renommée que nous connaissons tous, directrice de recherche au CNRS et présidente du Conseil de développement de Toulouse. Vous pouvez applaudir Marie-Christine Jaillet, qui va monter en scène avec nous. Avec elle, il y aura Monsieur le maire de Versailles, Monsieur François Demazière. Merci aussi à Monsieur Demazière de venir sur scène. Vice-présidente de la New York Regional Plan Association, mademoiselle Juliette Mickelson, est-ce qu'elle pourrait nous rejoindre aussi? Et secrétaire d'État à la région de Bruxelles-Capitale, monsieur Pascal Smet. Monsieur le ministre, rejoignez-nous, je vous en prie. Merci beaucoup de nous rejoindre, je vous en prie. Prenez place. Madame Jaillet, je vous en prie, asseyez-vous. Bonjour. Pardon, bienvenue. Est-ce que du coup, pour qu'on fasse un homme, une femme, vous ne nous en voulez pas? Hop, voilà, un homme, une femme, et vous partagez le micro. Giuseppe, c'est à toi. Oui, on a d'abord, si je ne me trompe pas, une petite vidéo qui nous va parler d'une promenade qui a l'air d'être assez intéressante, et si je ne me trompe pas. Exactement, en effet, on va parler tout de suite d'une approche sensible. On va en effet, avec les fameuses et déjà courues balades sensibles, et vous l'avez vu hier hein, au canal Saint-Martin, pour ceux qui étaient là, eh bien, il y a quelques semaines, nous, on est allé à Bordeaux. On est allé voir l'agence A-Urba qui a mis en œuvre une nouvelle méthodologie, et on va suivre Bob Clément qui va justement nous expliquer ce que c'est cette balade sensible au bassin à flot, et c'est à Bordeaux. On a organisé une promenade sensible sur ce quartier en plein développement hein, des bassins à flot, avec une entrée un peu spécifique qui était de comprendre en quoi les qualités sensibles, sensorielles d'un espace peuvent contribuer ou non à la marche à pied dans cet espace. Alors l'idée, si vous voulez, c'est à partir de la perception des habitants, eh bien c'est de comprendre déjà ce qui converge dans ces ressentis, et à partir de là, de comprendre quelles sont les qualités à conserver, mais aussi les éléments à corriger. Et cette analyse nous permet après de formaliser des éléments de programme, notamment en termes de création d'ambiance urbaine, qui seront ensuite soumis aux concepteurs, architectes, urbanistes, paysagistes, qui vont concrètement proposer des solutions d'aménagement. C'est parti, suivez-moi, on va sur les bassins à flot. Voilà, donc là on est rue Lucien Faure, qui est l'avenue principale du quartier des bassins à flot. Donc sur cette avenue, ce qui est intéressant de constater, c'est d'abord le gabarit de la voie. On voit que du point de vue du piéton, on a un gabarit assez large, où on perd un peu l'échelle du piéton. On a une frontalité quand même assez forte du bâti, qui peut engendrer quelque chose d'un peu oppressant du point de vue du piéton. Bien sûr, d'un point de vue sensible, on entend bien que c'est bruyant, hein. Il y a un trafic important. Donc vous voyez, c'est un peu tout ça qu'on essaye de décoder. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller de l'autre côté de la rue. Et là, donc, on voit qu'on est tout de suite dans une ambiance complètement différente. On est là dans une des sentes des bassins à flot qui sont donc des voies piétonnes.
Donc voilà, là on est vraiment au cœur de la Sente, donc l'ambiance est complètement différente. Tout de suite, on a les odeurs du végétal, les odeurs de la terre, on a la fraîcheur aussi apportée par le végétal, et puis on a quelque chose qui fait un peu cocon. Donc concrètement, pendant la promenade, ce qu'on fait, si vous voulez, c'est que on propose aux gens de parcourir une séquence à pied en étant dans l'ouverture et la réceptivité par rapport à leurs impressions. Et à l'issue de cette séquence, on leur remet donc le questionnaire et ils le remplissent pour exprimer leur ressenti de la séquence qu'ils viennent de parcourir. Marie-Christine Jaillet, bonjour encore une fois. Et alors, ça fait longtemps que vous travaillez sur des questions qui parfois évaluent comment des territoires puissent se briser entre eux, ou la sécession urbaine auparavant. Aujourd'hui, avec les métropoles, je sais que vous travaillez sur l'étude de comment ces territoires internes aux métropoles peuvent travailler ensemble, comment auparavant on pouvait s'ignorer. En fait, on est toujours dans le même débat. On a vécu avec cette labellisation territoires ruraux, territoires urbains. Là, on découvre que par les flux, par la mondialisation, par les changements différents, par ces transitions, ce positionnement des territoires se redéfinit, se redessine. En fait, il bouge. Comment vous travaillez là-dessus? Enfin, qu'est-ce que c'est aujourd'hui une certaine solidarité, une certaine participation des citoyens à garder ces territoires qui tiennent debout, qui restent ensemble, en fait? Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de répondre à votre question, quand même, un petit clin d'œil à ce qu'on a vu, parce qu'il s'avère qu'hier, il y avait un atelier où on a mis des participants en situation de faire l'expérience de la démarche sensible. Et dans ce que j'ai entendu, je voudrais relever deux éléments. On a là une approche très intéressante, qui n'est pas concurrente des diagnostics qu'on peut faire, qui peut enrichir le diagnostic, ça a été souligné hier, et qui peut aussi enrichir le projet, et qui prend en compte la dimension de la perception, donc du vécu de l'espace. Et je voudrais faire une remarque, on a des commentaires là sur l'espace, mais pas sur les gens. Enfin, quand on se balade dans la ville, il y a aussi les gens. Et je me dis que ça vaut le coup. C'est pas simplement anecdotique. Il est bien question aussi de la posture professionnelle, puisqu'on est sur la question, et aujourd'hui, comment fabriquer la ville, non plus simplement pour, mais avec. La question du avec, elle interroge les méthodes des professionnels en particulier. Et dans la balade qui a été faite hier, les cartes qui ont été produites parlent effectivement des façades, des espaces, c'est-à-dire regarde l'espace quand même avec le regard de l'urbaniste et à ignorer les gens. Or, si on veut pouvoir prendre en compte la perception des gens, quand on se balade, nous, comme tout un chacun, comme tout un chacun, voilà, on regarde les gens. Moi, ce que j'ai observé, c'est deux personnes qui étaient assises sur un banc, par exemple. Oui, oui. Absolument. Donc, il me semble que là, il y a quand même une question très intéressante aujourd'hui pour fabriquer effectivement la ville autrement, pour prendre en compte les aspirations de nos concitoyens. On a des démarches là, effectivement, très intéressantes, mais qui obligent à revenir sur la posture des professionnels. Il ne faut pas simplement regarder le gabarit de la rue, la façade, etc. C'est important, l'odeur, etc. C'est aussi les gens, voilà, parce que la perception et le vécu de l'espace, il passe aussi par là. La foule qui traverse, comment, etc. Voilà. Donc je reviens à la question de Giuseppe. Voilà, je reviens à la question de Giuseppe, qui permet d'inscrire une continuité avec évidemment la première table ronde. Relier effectivement les territoires. Alors les territoires à l'intérieur des espaces métropolitains, c'est être confronté à la question pas simplement de la ségrégation, aujourd'hui de la fragmentation sociale, évidemment. Et en même temps qu'on dit il y a des processus qui s'aggravent de segmentation, de ségrégation sociale, on sait bien que quand on regarde la ville et la circulation, ou les circulations dans la ville, à partir des modes de vie, à partir des mobilités, on a effectivement une ville des flux
là à nouveau. Et donc, de fait, les territoires entre eux, ils sont aussi reliés. Il y a très longtemps que ce discours sur l'enclavement, par exemple, des quartiers, est un discours dont on a montré qu'il n'était pas la réalité de ces quartiers, bon, de la géographie prioritaire. Les gens circulent aussi, ont un usage des espaces. Et du coup, la question de la représentation du territoire, des dynamiques territoriales, à partir des flux. Alors, les flux abordés ou approchés à partir des infrastructures, on l'a vu sur une carte, mais à partir des pratiques. C'est infiniment plus complexe. Et moi, je partage tout à fait ce qui a été dit. On a aujourd'hui des représentations qui sont datées, qui ne permettent pas de prendre en compte la réalité des territoires. Et donc, effectivement, on bute sur la question des périmètres. Et c'est également vrai quand il s'agit de relier les territoires. Il y a une injonction forte aujourd'hui qui est faite aux métropoles, bon, d'entrer dans des dialogues, de la coopération avec les territoires, entre autres, périmétropolitains. Et on voit émerger de nouvelles scènes transactionnelles. Il y en a, hein, les SCOT, etc., les SRADET, qui sont des scènes quand même qui restent très institutionnelles. Ce qui est intéressant là, dans ces coopérations qui émergent, c'est le constat que sur ces nouvelles scènes transactionnelles qui s'expérimentent, on voit surgir effectivement d'autres acteurs, et des acteurs de la société, les habitants des collectifs, etc. Et il me semble qu'il y a là une perspective effectivement intéressante, mais qui pose toute une série de problèmes, qui pose le problème du fonctionnement démocratique, c'est-à-dire de la capacité ou pas des élus aujourd'hui qui ont une légitimité à lâcher prise et à faire place à ces collectifs-là et aux ressources, c'est-à-dire considérer que les habitants, les usagers, nos concitoyens ont des ressources et qu'on peut aussi travailler la question territoriale et la question de relier, cette nécessité de relier aujourd'hui les territoires en prenant en compte les ressources des habitants, ce qui suppose de leur reconnaître une légitimité. Et l'enjeu ne porte pas simplement sur la capacité des élus à leur faire place, elle porte aussi sur la capacité des professionnels à ne pas se sentir concurrencés par l'expertise habitante ou citoyenne et à la considérer au fond comme une ressource qui peut enrichir le projet. Et pourquoi je le dis? Parce qu'un atelier hier qui travaillait plutôt sur la question des quartiers dits en difficulté a souligné deux choses. La nécessité là d'inverser, de changer de regard et de faire attention aux mots qu'on utilise. Donc ne plus parler de quartiers en difficulté, considérer que les habitants ont aussi là des ressources et qu'on pourrait là aussi lâcher prise un peu sur le projet, les dynamiques institutionnelles pour éventuellement partir davantage des habitants, considérer qu'ils ont des ressources, qu'ils peuvent aussi participer à la construction du récit, alors du récit du quartier, mais des récits territoriaux. Et on sait l'importance aujourd'hui de cette construction collective des récits, qui ne peut pas être simplement la storytelling, mais qui doit aussi prendre en considération les modes de vie, les pratiques. Je pense qu'à ce sujet, on a un focus qui tombe à pic Vous avez là-dedans. fait Exactement. ma transition complètement, en effet, puisque nous avons une femme qui rayonne complètement en ce moment au sein de son territoire et qui chaque jour justement agit pour changer le regard sur son territoire. C'est Latifa Oulkouir et qui est la directrice du Bondi Blog et qui va me rejoindre tout de suite. Merci beaucoup de l'applaudir. Bonjour Latifa. Eh bien, en effet, pour reprendre un petit peu ce que disait Marie-Christine Jaillet, vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle a été l'idée justement de ce Bondi Blog où vraiment vous vouliez être au cœur du territoire, de changer le regard sur ce territoire? Effectivement, la transition a été parfaitement bien faite par Madame Jaillet. Le Bondi Blog, on est totalement dans cette logique-là de réappropriation des récits parce qu'il a été créé, donc juste pour le petit rappel, en 2005 au moment des révoltes urbaines suite au décès de Ziad Benna et Bouna Traoré. Donc il y a eu les révoltes qu'on connaît à ce moment-là et en fait des journalistes qui étaient en Suisse se sont dit tiens, et si
on allait au cœur de ce quartier-là pour raconter ce qui se passe de l'intérieur, parce que pour plein de raisons, les journalistes français y allaient et la représentation qui en était faite était problématique. Pourquoi? Pour des raisons très, très simples, c'est-à-dire que soit ils y allaient, on a toujours ce travers-là quand les voitures brûlent, et voilà, la proximité pourtant avec Paris fait que quand ils arrivaient en milieu de matinée. Et il s'avère que dans pas mal de quartiers en milieu de matinée, quand on va discuter, on ne trouve pas grand monde parce que les gens travaillent, ou voilà, la vie et la réalité de ces quartiers-là, elle se vit plus en fin de journée. Et donc, ces journalistes suisses-là se sont mis en immersion, en fait, à Bondy, pendant 3 mois. Et après, ça avait tellement bien pris qu'ils se sont dit ce serait dommage de partir et de laisser l'aventure là. Donc, ils ont trouvé des acteurs locaux. Donc vous Non, parce que c'était il y a 15 ans, donc j'avais 15 ans. Disons Encore que, un petit peu jeune, mais... disons que dans le lien avec le Bondy Blog, c'était ça, c'était vraiment l'idée d'impliquer les habitants pour qu'ils changent eux-mêmes le récit sur le territoire. Voilà. Je vais un petit peu plus vite par rapport à voilà, la et création. à l'époque, ils ont trouvé voilà, Mohamed Hamidi, qui était prof d'éco à Bondy et qui a constitué une petite équipe. Et l'aventure a commencé comme ça. Et qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que vraiment ça a eu un impact? Je reprends par rapport à ce que disait Marie-Christine Jaillet. Est-ce que du coup, il y a eu une implication réelle des habitants pour changer leur vision du territoire, essayer de changer la vision des autres sur leur territoire? Est-ce que vous auriez par exemple un exemple qui vous aurait particulièrement marqué d'action de ces citoyens via le Bondy Blog pour essayer de prendre en main ce qui était chez eux? Oui, bah, ce que l'on ressent, c'est que évidemment, nous, quand on se déplace dans certains quartiers pour raconter, quand les gens ne nous connaissent pas, qu'on raconte la démarche, il y a plus un lien de confiance qui se crée. Donc c'est cette conséquence-là concrète qui faut qu'on a beaucoup de défiance dans toutes les catégories de la population envers les journalistes et le métier de journaliste, ce qui est malheureux. Et donc quand on va dans certains quartiers, qu'on explique la démarche, qu'on prend le temps, on voit la conséquence concrète de cela. L'autre point, c'est le fait de permettre à des jeunes qui ne s'imaginaient pas journalistes de leur dire qu'ils peuvent raconter leurs histoires et de les raconter selon leur prisme à eux, donc qui est le plus proche. Souvent on dit que c'est les personnes qui vivent, souvent qui sont plus à même de raconter certaines choses. Là c'est totalement le cas. Et puis évidemment on a créé une prépa qui permet à des étudiants d'intégrer des écoles de journalisme. Ah, vous êtes allé jusque là, d'accord. Oui, donc il y a une prépa qui a 10 ans maintenant, donc on a permis à 200 étudiants qui sont recrutés sur critères sociaux de bénéficier d'une prépa chez nous pour préparer ces concours d'école-là. Donc il y a toute une démarche qui est globale pour justement revaloriser l'image de ces quartiers. Donc là on parlait en langage institutionnel de quartier politique de la ville, et c'est quelque chose qui a essaimé dans d'autres régions de France. Donc la conséquence très concrète, c'est celle-là, c'est celle de cette réappropriation des récits. Et donc du coup, on peut dire vraiment que ça a bien marché et que ça se développe petit à petit en fonction de l'évolution du territoire, l'évolution aussi du Bondy Blog et de la manière dont les citoyens peuvent se l'approprier continue à avancer. C'est pas juste un coup d'épée dans l'eau, juste à un moment... Non, parce que voilà, l'aventure dure, c'est notre 15e saison, donc ça dure vraiment depuis longtemps, et puis on a souvent on reçoit pas mal de mails de gens sur des thématiques de proximité, de choses comme ça, que ce soit les choses qui nous tiennent plus à cœur, c'est-à-dire le logement, l'éducation. Dans ces quartiers-là, c'est très important. Donc, et de concret. C'est ça. Eh bien, c'est parfait. Merci vraiment beaucoup d'être venu. Merci. Je pense qu'on a une vidéo avant de relancer notre discussion. Eh bien, en effet, on va également se déplacer encore une fois. C'est le récit toujours. Cette fois, on est à Vitry-sur-Seine et on fait vraiment le lien, puisque pour ceux qui étaient hier, qui l'ont vécu hier, à Vitry-sur-Seine, c'est un récit de street art. Et vous allez voir, c'est très, très marquant, c'est très illustrant de cette action entre les habitants et leur territoire. Quand on travaille sur le tourisme, on valorise un territoire et donc on valorise le patrimoine, des paysages, tout ce qui fait territoire. D'après moi, surtout quand on travaille sur un territoire de banlieue, comme le Val-de-Marne, ce qui est intéressant, c'est de s'appuyer sur les gens qui vivent et qui travaillent sur ce territoire. D'ailleurs, on développe beaucoup de visites qui s'appuient sur la richesse des habitants. Ce qui fait le Val-de-Marne, c'est les Val-de-Marnais. Ce qui fait un territoire, c'est les habitants.
street art est effectivement une richesse incroyable à Vitry, parce qu'il y en a partout. Les habitants ont toujours vécu avec ce street art. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'en haut, c'est bien un street art qui est né des habitants, des artistes qui étaient présents ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on travaille sur la valorisation touristique, par définition, on fait fi des frontières administratives. Parce que les touristes ne connaissent pas les frontières administratives. Et donc, c'est aussi un travail qu'on mène avec Paris. L'idée de se dire que la destination Paris ne s'arrête bien évidemment pas au périphérique, qu'elle est dessinée par les plans de transport, notamment le plan du métro. Et donc, avec certaines thématiques, donc le street art en est une, mais on peut en trouver d'autres, on arrive à emmener les touristes qui visitent Paris à sortir de Paris, sans forcément d'ailleurs s'en rendre compte. On construit des balades street art entre Paris 13, parce qu'on a un maire là qui est très très impliqué sur le street art, la ville d'Ivry et la ville de Vitry qui sont également très moteurs dans ce genre-là. Et donc on arrive à construire des déambulations qui effacent complètement les frontières. Quand je fais des balades street art sur Vitry, il y a souvent des habitants qui viennent. Alors c'est vrai qu'on fait ces balades, elles sont guidées par vitrine urbaine, comme les balades qu'on a pu faire dans le cadre de ces rencontres de l'AFNO. Elles sont guidées par des habitants qui sont des vitriots, donc les gens les connaissent, les artistes aussi les reconnaissent. Et souvent quand on fait ces balades, les gens nous interpellent en disant « mais vous avez repéré là, celui qui est derrière, il est très beau, alors il a été posé il y a une semaine, mais est-ce que vous l'avez vu hein? Sinon je vous emmène ». Enfin, il y a une vraie interaction et je pense que ça participe vraiment de la fierté d'être vitriot.